La question, c'est comment j'embrasse la vie. Ne pas vivre à moitié, mais vivre vraiment sa vie, c'est prendre le risque. Pour vivre vraiment ma vie, cette disponibilité, c'est s'ouvrir. Et m'ouvrir, c'est prendre le risque de la sensibilité. Et la sensibilité, oui, c'est aussi la beauté, tout ce qu'il y a de beau, mais c'est aussi la douleur. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Le quotidien, comme un miroir, nous donne 1000 occasions de nous découvrir. Il y a ces petits riens, nichés dans des moments ordinaires qui nous aident à trouver une forme d'apaisement au cœur des tempêtes. Parce qu'un regard attentif peut transformer chaque moment en expérience unique, Ilios Kotsou nous invite à habiter poétiquement le monde. Cette poésie, elle se cultive dans la présence, la vraie. La présence à soi, aux autres et au monde. Pour percevoir la magie discrète dans l'ordinaire. Alors ces petits riens qui font des grands tout, Ilios les incarne et les diffuse au quotidien. Quand je suis arrivée chez lui, en Belgique, du chocolat était déposé sur la table, du thé à la température parfaite était servi. Il m'a offert une fleur, un livre, son temps et son écoute. C'était précieux. Comment accueillir ce qui nous fait peur à l'extérieur si nous n'avons pas apprivoisé ce qui nous fait peur à l'intérieur ? Comment se rendre disponible au monde ? Pourquoi sommes-nous tant emprisonnés dans nos têtes ? Comment réenchanter le monde ? Ce sont autant de questions que l'on se pose dans cet épisode et autant de réponses qu'Ilios nous partage. Avec lui dans cet épisode, on parle de petits riens, d'apaisement et de magie. J'espère que cette écoute t'invitera à chercher la sagesse dans les petits riens. Il est super bon le thé. C'est du palais d'été, ça s'appelle le thé des légumes, il est très bon, un plein excellent. Ok. On y va ? On y va. C'est parti. Bonjour Ilios. Bonjour. Je suis ravie de te tendre à nouveau le micro jaune. Pour la petite histoire, on avait enregistré cet épisode il y a 1 mois, avant le début du Tour de France des projections de Shimla. Et l'épisode s'est perdu. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne retrouvais pas l'enregistrement. Et donc, on se retrouve à Bruxelles 1 mois après, avant la projection de Shimla à Bruxelles ce soir. Et merci pour ton adaptabilité. Merci à toi, et puis génial pour Shimla et cette grande et belle aventure que tu partages. Je me dis, c'est rigolo d'avoir que ça soit perdu, il s'est perdu. Parfois, c'est ça la vie, non ? Quelque chose pour lequel on prend du temps, on met de l'énergie peut-être, et puis hop, ça disparaît, on ne sait pas comment. Et la question, c'est, est-ce qu'on va s'accrocher ? Combien de temps on s'accroche à ce qui a disparu ? Et moi, longtemps dans ma vie, j'ai fait ça en m'accrochant à ce que je pense avoir perdu ou à ce qui n'était pas là. Je ne voyais pas l'opportunité qui, elle, était bien là. Et c'est vrai que j'ai observé la manière dont j'ai réagi quand je ne retrouvais pas l'épisode. Au début, c'était de la frustration, après c'était un peu de colère, après c'était, oui, on a dépensé tous les deux de l'énergie, du temps, c'était un échange magnifique, et mince, on ne pourra pas le partager aux auditeurs. Et puis après, c'était aussi vis-à-vis de toi, je me disais, mince, je vais lui reprendre du temps derrière, et c'est fou tous les états mentaux à travers lesquels on passe, alors qu'il suffisait juste d'accepter la situation. Oui. Et du coup, c'était une occasion de se voir à nouveau. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es docteur en psychologie, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Donc on est à Bruxelles aujourd'hui. Tu as cofondé l'association Émergence qui vulgarise notamment les recherches scientifiques en psychologie du bien-être. Mais c'est pas tout. Tu as aussi créé Présence qui est une application de méditation gratuite pour prendre soin de sa santé mentale. Est-ce que tu pourrais te présenter au-delà de toutes ces casquettes-là avec des valeurs qui te caractérisent, Ilios ? Alors, j'allais dire que dans mon existence, une des choses qui m'a marqué, comme chacune d'entre nous, notre histoire, ça a été les douleurs de la perte de mes parents, 16 ans, 17 ans, de ma mère et puis mon père. Et de ça, j'en ai en même temps
cette souffrance, elle m'a montré à quel point le fait de se protéger, parce que pour me protéger après, j'ai été coupé d'une partie de ma sensibilité aux émotions dites négatives, mais en tout cas aux émotions difficiles. Et c'était intéressant. Et donc, de ça et de cette forme de vulnérabilité qui est devenue une force, je crois que j'ai retiré une très grande joie. Et donc, je suis quelqu'un qui est habité d'une confiance fondamentale dans la vie. C'est une chance pour moi, c'est un privilège que d'avoir ça. C'est-à-dire que je sais que dans la vie, il y a du bon. Et je l'ai toujours su. C'est ce qui m'a porté au travers de tout ce que j'ai vécu, cette sensation que dans la vie, il y a du bon. Et en même temps, j'ai longtemps été quelqu'un qui refusait, sans s'en rendre compte, dû à ça, les émotions les plus difficiles. Et donc, une forme de dictature de la bonne humeur où je ne tolérais pas autour de moi les expressions d'émotions, de plaintes, et ainsi de suite. Je ne m'en rendais pas compte, évidemment. Et je crois que c'est aussi le chemin important de l'humanité, en tout cas de retrouver l'humanité, la sensibilité de s'ouvrir à tout, à ce qu'il y a de douloureux et bien sûr à ce qu'il y a de beau. Donc voilà, un côté qui est là chez moi, cette importance de la joie. Moi, j'aime beaucoup la joie et même l'enthousiasme, l'amusement. Je sais que cette valeur, elle a l'air peut-être pas très très noble comparée à toutes les autres, mais je pense que le jeu et l'amusement, c'est cette forme, c'est être comme une cascade, et une rivière, une petite cascade de montagne. Je m'y vois bien, moi, comme plutôt une petite cascade de montagne qu'être un très gros fleuve très très grave. Et alors, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que la vie t'a appris finalement? Oui, c'est une grande question celle-là. Je crois que la vie continue à m'apprendre tout le temps, évidemment, mais parce que du côté plus difficile, elle m'apprend que rien n'est jamais acquis, au fond qu'on n'arrive jamais quelque part et que cette aventure de la vie, c'est un grand chemin et que ce chemin-là, on ne le fait pas toute seule et tout seul, ce chemin-là, on le fait toujours avec les autres. Et donc, elle m'a appris aussi que au travers des moments difficiles, il y avait des ouvertures qui pouvaient se créer et que souvent la lumière et la beauté, on pouvait mieux l'apercevoir après avoir traversé l'ombre. Alors quand je dis ça, et je précise, et ça me semble hyper important, ce n'est pas une glorification de la douleur et de la souffrance, pas du tout. Je crois que si on pouvait épargner à toutes les femmes et les hommes les douleurs et les souffrances que l'on vit, surtout celles qui sont intolérables et injustes, on en voit beaucoup dans le monde aujourd'hui, dans les guerres, dans les violences faites aux femmes, on peut penser au nombre d'endroits sur la planète dans lesquels ça se passe, et c'est intolérable. Donc c'est pas du tout glorifier ça, mais c'est se dire pour nous les humaines et humains qui ont une vie où on n'est pas torturé, où on n'est pas ainsi de suite, la douleur, elle va venir, les accidents de la vie font partie de l'existence, les échecs et ainsi de suite, et que le fait de pouvoir nous ouvrir et se laisser traverser, les traverser, on peut en faire une force et une richesse. Et pour finir, être une personne toute cabossée par les secousses de l'existence nous rend aussi une personne plus ouverte, plus vulnérable, mais plus ouverte, plus forte, plus joyeuse, plus sensible. Et aujourd'hui, c'est vrai que toi, cette joie, elle te caractérise, mais tu l'as dit et tu le dis aussi dans tes livres, dans tes conférences, ça n'a pas toujours été facile et ça n'est pas toujours facile pour toi. Ce qui différencie par exemple un événement d'un autre, c'est la manière dont tu y réagis. Donc même si une situation peut paraître hyper négative et déprimante, tu vas réussir à en tirer du bon. Comment on cultive finalement cette capacité à rebondir et à prendre de la distance face à ces événements? Oui. C'est comme si on prenait l'exemple de la vie, on peut prendre plein de métaphores, mais quand on était sur un bateau, le vent, la force du vent, la direction du vent ne dépend pas de nous, et puis elle va modifier la hauteur des vagues, et ainsi de suite, ça ne dépend pas de nous non plus. Et donc, au fond, c'est tellement peu de choses qui dépendent de nous, bien souvent. En tout cas, dans ma vie à moi, je me suis rendu compte avec le temps à quel point il y a si peu de choses qui dépendent de moi. Je suis souvent ballotté par tellement de choses extérieures. Et puis, par contre, sur le bateau, je peux apprendre à connaître les voiles, mon propre bateau, mon propre fonctionnement. Je peux savoir comment elles fonctionnent, ces voiles-là. Je peux aussi me poser la question de la direction de vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle direction je souhaite? Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celle qui ne sait pas où elle va ». Donc il y a besoin de plusieurs choses. Savoir où je veux aller, une direction, connaître mon bateau, connaître mes voiles, savoir comment ils fonctionnent. Et puis je peux aussi être sensible à la météorologie, commencer à comprendre un peu les vents. Et ça me permet alors d'orienter les voiles dans une direction qui me convient. En étant modeste, parce que parfois, j'allais dire quand tout va bien, j'oriente les voiles et mon bateau file dans la bonne direction. Et puis je vois des dauphins qui nagent et qui dansent tout autour et la beauté des nuages. Et là, il est tellement important de savourer les bienfaits de l'existence parce que, et ce n'est pas négatif, ça ne durera pas parce que rien ne dure. Puis il y a les moments où ça grince.
il y a une voile qui est déchirée, il y a tout à coup, les choses vont pas comme on veut, on est un peu perdu, ainsi de suite. Et pour moi, ça, c'est la plus grande partie de la vie. Les choses vont bien, mais tout va pas exactement comme je le voudrais. Ça, grincer là, c'est cette capacité à continuer à nourrir ce qu'il y a de bon, de juste, à nourrir cette direction de vie importante, à savourer ce qui va, parce qu'il y a toujours une petite chose qui va, et à nourrir la direction. Et puis, pour être réaliste, parfois, il n'y a rien qui va. Parfois, c'est la tempête. Parfois même, il faut soi-même abattre le mât parce que sinon, le bateau va couler. Et là, peut-être qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, en tout cas pour moi, que de se coucher sur le pont du bateau. Et alors, j'ai mon petit mantra qui me dit ça va passer. Tout change, ça va changer. Même ça changera un jour. Et là, voilà, des grandes considérations philosophiques, pour moi, elles n'ont pas été possibles dans ces moments-là. Mais juste de savoir que tout change et de me replier dans cette petite confiance que ça va changer un moment. Mais d'où est-ce qu'ils te viennent, ces enseignements? Est-ce que c'est dans l'apprentissage et l'expérience de la vie, ou est-ce qu'il y a eu des rencontres et des moments particuliers qui t'ont profondément marqué? Évidemment, les deux. Oui. J'allais dire beaucoup de rencontres. Je crois que sans les rencontres, sans les mains tendues, sans les regards bienveillants, sans tout ça, je serais rien, je serais peut-être même pas vivant. Donc, bien sûr, il y a toutes ces rencontres, mais elles font aussi partie de la vie. Et donc, c'est pas comme si ces rencontres-là étaient des événements, des leçons ex cathedra apprises comme ça en dehors d'un contexte. Elles ont eu un impact sur moi parce qu'elles faisaient partie de la vie et qu'à un moment particulier, même un livre, un mot, un livre, un geste peut n'avoir aucun impact sur nous. Et à un moment particulier de l'existence, le même mot, le même geste peut nous bouleverser et nous renverser totalement. Et donc, alors oui, beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes bienveillantes qui au bon moment, m'ont regardé d'une certaine manière, m'ont tendu la main, m'ont donné un coup de pouce. Et puis j'ai aussi eu des maîtres et des maîtresses de vie dans les accidents de l'existence, qui ont été très désagréables, mais qui pour finir ont été des choses tout aussi importantes dans mon chemin que les cadeaux. Bon, j'allais dire, ce sont des cadeaux dans les deux sens. Comme je suis toujours vivant et privilégié, sinon je ne le dirais pas, il y a des cadeaux qui étaient mal emballés en fait. Il y a des cadeaux bien emballés, ceux-là on les voit. Parfois on ne les voit pas toujours, tellement ils sont bien emballés, mais d'autres sont très mal emballés. Et c'est après seulement qu'on se rend compte que c'était un cadeau. Avec du recul. Voilà. Ou que, pour être plus juste, on en a fait un cadeau. Ce qui aurait pu s'avérer être juste une malédiction, s'est révélé grâce à notre regard et aux mains tendues, être un cadeau. Je me souviens d'un ami médecin qui, tout jeune, adolescent, j'étais encore dans cette secte où j'ai grandi et il m'offrait chaque semaine, ou toutes les 2 semaines peut-être, un livre. Je prenais ce livre, je le lisais, et puis on en discutait après. Et dans sa manière d'en parler avec moi, il me parlait comme un égal, alors que j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose. Donc il ne m'a pas dit « je crois en toi », il ne m'a pas dit ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu imagines vaut quelque chose, mais par son attitude. Par sa manière d'être avec moi. Il m'a tant encouragé, ça a été tellement important pour moi. Et pour répondre plus précisément à ce que c'est la vie, je dirais, ce sont les toutes petites choses du quotidien, moi, qui m'apprennent aujourd'hui le plus. Alors, dans ma vie, dans ma relation avec ma compagne, avec ma fille, et les petits frottements, les toutes petites choses, et j'aime beaucoup m'arrêter aux petits frottements et me dire, tiens, si ça frotte, qu'est-ce que ça me dit sur ce que j'ai à apprendre? Et comme je suis un être très très commun et ordinaire, il y a des moments où sur le frottement, je râle. Alors j'apprends pas tout de suite parce que je râle, je grogne, je refuse, je suis pas d'accord, ça devrait pas être comme ça. Mais après, après ça, je peux m'arrêter et me dire tiens, comme c'était intéressant. Hein. Mais c'est d'ailleurs le sujet justement de ton dernier livre que tu viens de publier chez Robert Laffont, qui s'appelle La sagesse des petits riens. Donc entre des conversations avec ta fille, des moments entre amis et des rencontres furtives de la vie, tu nous montres finalement que ce sont les trésors simples qui éclairent nos vies. Comment est-ce qu'on apprend à la percevoir, cette magie discrète dans l'ordinaire finalement? Alors moi j'allais dire en réduisant un peu le volume du bruit qui pollue notre vie. Et quand je dis le bruit, souvent pour moi c'est le bruit de ma propre tête, évidemment, de mes pensées, de tout ce qui tourne là-dedans. Le bruit c'est aussi celui d'être absorbé par les écrans, absorbé par des stimulations tout le temps et pour juste être là. C'est la présence qui nous apprend. C'est-à-dire, si je suis là et je suis disponible, moi j'aime beaucoup ce mot-là, disponibilité. De me rappeler d'être là, parce que sinon, on peut imaginer que c'est la vie qui passe, mais c'est moi qui passe au fond, trop vite. La vie, elle est toujours là, c'est moi, Ilios, qui passe en courant. Et donc cette disponibilité d'être là fait que alors les petits riens d'existence sont des
petits moments que je peux savourer pour ces moments les plus joyeux, tout doux, hein, un rayon de soleil, le sourire de la personne qui traverse la rue, le chant de l'oiseau, on en a parlé, le vent dans les arbres juste ici qu'on entend en ce moment, tout ça. Et puis ces petits riens aussi, c'est tous ces changements de regard possibles avec notre présence. Et donc on peut changer de regard tellement facilement. Mais la question, c'est d'écouter, c'est d'être là. C'est comme si le monde, en fait, nous parle. C'est le monde qui nous questionne bien souvent. On est comme perdu, on va avoir des réponses. Non, mais c'est le monde qui nous questionne, c'est le monde qui nous parle. Et si on veut bien l'écouter, c'est là les petites leçons du quotidien. Et qu'est-ce qu'il faut pour écouter vraiment, finalement ? En réalité, je ne vais dire pas grand-chose, comme tout, c'est tellement simple. Et pour moi, les choses les plus simples sont les plus difficiles. On a nos sens. Et voilà. Et c'est être avec nos sens. Alors, d'abord, c'est le corps, non ? On a ce corps et ce corps qui souvent se rappelle à nous parce qu'on y est présent. Malheureusement, bien souvent, que lorsqu'il il se rappelle à nous par la douleur ou par l'inconfort ou par ceci. Mais pourtant, habiter ce corps, pour celles et ceux qui ont la chance d'un corps qui va bien, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, comment est-ce qu'on peut l'habiter ? Et l'habiter, c'est être plus proche de nos sensations. C'est lorsque je vais me promener, m'asseoir, est-ce que je sens le bois, le froid du métal, est-ce que la rugosité de l'écorce, et ainsi de suite, mais aussi la vue, est-ce que je lève encore la tête dans ces trucs que je prends tous les jours, est-ce que je regarde le fronton des maisons, est-ce que je regarde danser les nuages, alors ça paraît peut-être naïf au fond, hein, mais je veux bien comprendre, des gens trouvent ça très naïf, moi je n'en vois pas d'autre manière, j'en connais pas d'autre au fond que d'être présent dans ma vie. J'écoute, écouter vraiment. Est-ce que je le fais tout le temps ? Non, mais c'est ça, c'est mes 5 sens. Le chocolat qui est là, est-ce que je le goûte encore ? Parfois pas. Puis ça me rappelle. Et si je passe à côté de ça, qu'est-ce que c'est que la vie alors ? Est-ce qu'il faut toujours attendre un grand truc qui nous arrive, un genre de grand soir, qui n'arrivera peut-être jamais ? Non, notre vie, c'est du quotidien. Ce ne sont que des petites choses. Et je crois qu'une grande voyageuse comme toi ne me contredira pas, parce que même dans les plus grands des voyages, c'est encore du quotidien, des rencontres, des petits moments. Si je fais ce grand voyage et que je suis obsédé juste par la destination, ben je passe à côté. Voilà. De tout, non ? De tout. Et c'est pareil avec la vie. Mais encore une fois, ça demande un état de disponibilité, comme tu nous disais. Et cet état de présence, de disponibilité-là, il est possible que quand on se détache de cette tyrannie du mental, tu nous en parlais, pourquoi est-ce qu'on est autant emprisonné dans nos têtes ? Oui. Cette tyrannie du mental, et puis c'est pas qu'on le veuille bien, c'est qu'on a été pas seulement construit comme ça, mais conditionné comme ça aussi, et que notre cerveau est une machine à résoudre des problèmes, et qui le fait très bien. Donc heureusement qu'on a cette machine qui est toujours dans le passé, à essayer de voir comme ce qui s'est mal passé, peut-être pour pouvoir ne pas répéter les mêmes erreurs, qui veut prédire le futur et absolument nous éviter les risques. Donc il y a un côté très positif dans cette planification et cette gestion des risques, mais si on ne vit plus que là-dedans, on passe à côté de notre vie sensorielle dans le maintenant. Alors évidemment, ce n'est pas, j'allais dire, une idéologie de dire de l'instantané de la vie. Ça ne fonctionnerait pas, bien sûr que non. Et ça peut être souvent mal compris, cette question d'être présent. Parce que même le futur le plus extraordinaire se construit dans le présent. Si je veux construire quelque chose, si je marche, c'est bien dans le présent que je marche. Alors, c'est l'équilibre entre avoir une direction de vie, des valeurs, une boussole qui est bien orientée, d'apprendre de mon passé, de m'en enrichir. Moi qui étais souvent coupé du passé, le passé est une merveilleuse source d'enrichissement. Je peux revenir à des moments doux et je peux apprendre des douleurs. Mais après, c'est que dans le présent que je peux faire ça. Et donc, se connaître dans le sens noble du terme, c'est pas son nombril, c'est connaître le véhicule que l'on est. C'est drôlement utile, non ? Savoir que nos pensées, ce ne sont que des pensées, qu'elles sont utiles, mais que si on leur donne toute la place, elles nous coupent du réel. Et quand on voit plus que ça, on devient prisonnier comme tu le disais, mais on devient aussi très vite victime de tout ce qui nous connaît mieux que nous, des algorithmes, on le sait bien aujourd'hui, non ? Des compulsions, du matérialisme. Voilà, de tout ça. De toutes ces influences, ce n'est pas nous qui les avons choisies peut-être, mais elles vont nous impacter à notre insu. Et donc la lucidité, elle est tellement importante. Et donc cette forme de connaissance de soi nous amène une forme de lucidité qui nous permet une forme de résistance. C'est un mot noble, non ? Résister à ce qui nous déshumanise, résister à ce qui nous enlève cette beauté d'être des personnes vivantes, debout sur la terre.
Mais comment on peut prendre conscience de ce qui nous victimise finalement? Parce que quand on ne nous l'apprend pas à l'école, quand on n'a pas la chance de croiser le chemin d'Ilios Kotsou ou de tomber sur tes livres ou des conférences, on n'a pas forcément une autre manière de percevoir ça, ce qu'on vit. Ou de rencontrer Victoria, d'aller à tes événements. Mais c'est ça, non? D'aller regarder ce film. C'est au fond par là. Je veux dire, il y a deux choses, comme souvent, ou mille choses, mais dans ces mille choses, il y en a deux. Il y en a une qui est le fait de ralentir, et le fait que je puisse ralentir et donc sortir de la stimulation continuelle me permet d'être davantage présent à mon écosystème intérieur. Mais c'est pas toujours confortable, parce que lorsque j'arrête la stimulation, je vois parfois le manque, je vois parfois l'addiction, je vois parfois tout ce que j'utilise pour remplir cet espace que je n'ai pas appris à habiter. Parce que c'est pas ce manque-là, on peut le remplacer, cette anxiété, par justement une présence à soi douce, joyeuse, vivante. On peut la remplacer par la beauté du monde aussi, par l'art, par tout. Mais ça prend un petit moment. Et j'allais dire, la deuxième chose qui est sûrement la plus importante, ce sont les rencontres. Parce que c'est souvent par une rencontre d'une personne, d'un podcast, d'un film, que tout à coup me vient l'impulsion de ralentir. Parce que sinon, je ralentirais jamais. Et donc, Tu y voilà, arrives, toi, à ralentir? Alors, c'est un équilibre. Moi, je me vois plutôt comme un funambule sur le fil de la vie, ce joyeux fil de la vie. Et puis, il y a des moments où il est important d'accélérer. Mais si je continue, je vais tomber. Ça m'est déjà arrivé, me faire très mal. Alors là, avec le temps, j'apprends tout à coup de manière plus fine et plus douce à me rendre compte, tiens, là, tu es un tout petit peu allé trop vite, trop loin. Reviens, ralentis. Parfois, je ralentis vraiment beaucoup et puis je ressens en moi l'idée de pouvoir un tout petit peu mettre un peu de mouvement. Et est-ce que la vie, c'est nécessairement une danse avec ces extrêmes-là où on avance trop vite et puis après on ralentit trop? Ou est-ce que ça serait pas justement trouver cet équilibre au quotidien? Alors peut-être des personnes l'ont trouvé. Alors évidemment, dans ce que tu partages là, non, pas entre les extrêmes, parce que si on pense à la santé mentale, l'extrême, ce sont des troubles où je pars dans une extase folle où je fais n'importe quoi, et puis je redescends dans une dépression qui est dangereuse pour moi. Bien sûr que non. Ça, c'est l'extrême. Et je pense qu'on peut ne pas tomber dans l'extrême lorsqu'on a un peu travaillé cet apprivoisement de notre paysage intérieur. Mais par contre, pour moi, ça restera toujours le funambule. C'est-à-dire que en dehors de l'extrême, il y aura toujours un mouvement. La vie elle n'est pas fixe, en fait. La vie elle est comme une rivière. L'eau stagnante, elle n'est pas vivante. Donc, si par définition la vie c'est un mouvement, ce mouvement-là, et ça dépend du caractère de chacun, en tout cas le mien, il est toujours à rééquilibrer. Et je trouve que c'est ce qu'elle a de beau aussi, la vie. Et c'est ce qu'elle amène. Non, il y aura toujours un changement, quelque chose se passe. Et quand bien même je penserais avoir trouvé une forme de sérénité tout à coup, la vie vite, elle me rappelle. Yos, non, t'es une personne tout à fait comme une ordinaire. Regarde, boum, quelque chose t'arrive. Et ça te rappelle que oui, tu peux revenir vers une forme d'équilibre en travaillant quelque chose. Donc moi, je ne crois pas à un état statique, je crois vraiment à ce mouvement, mais je crois aussi, comme tu le soulignes, que avec le travail, l'équilibre nous amène à avoir un petit peu moins peut-être d'état extrême, mais que ce mouvement soit plus doux. Et avec le temps, comment et en quoi ta posture mentale a changé face à ces événements qui te déstabilisent? Par exemple, il y a 10 ans, comment tu réagissais et aujourd'hui, comment tu y réagis? Alors, il y a 10 ans, ou encore pire, 20 ans, j'étais beaucoup plus, c'est pas une belle image, mais je sais pas comment on pourrait l'appeler, comme un rhinocéros, mais je connais pas les rhinocéros, ils sont peut-être pas comme ça, à foncer tête baissée dans les choses, et puis parfois ça fonctionnait, et puis après parfois je me faisais mal, je faisais mal à d'autres personnes sans le faire exprès, et donc avec le temps justement j'apprends à être plus doux avec moi-même, plus ouvert, plus disponible, plus à l'écoute. Mes travers restent les mêmes, mais ils sont un peu modérés. Et une grande différence aussi, c'est que euh, j'ai beaucoup plus appris que je contrôle peu les choses, très peu les choses. Et ça m'aide vraiment beaucoup en me rendant compte que j'ai un si petit contrôle, et donc j'apprends beaucoup plus à naviguer qu'à lutter contre les choses. Donc plus rapidement, j'arrête de lutter lorsque je pense que ça devient inutile, et à me recentrer sur ce que je peux changer, le changement de regard, l'attitude intérieure, voilà, et d'accepter que je satisferai jamais tout le monde, qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, que moi-même, parfois, je ne serai pas content, qu'il y aura toujours des échecs dans l'existence et que c'est partie de la vie, au fond. Que la vie, c'est une grande aventure difficile, pleine de, de cailloux, de difficultés. Et c'est triste si on meurt, surtout trop tôt, mais c'est pas ça qui est grave. La question, c'est comment j'habite ce moment qui me reste. Tous les décès de mon existence que j'ai fréquentés encore récemment, je me dis, voilà, comment j'habite ce petit moment qui m'est donné
ce moment tellement court dans notre vie, un clin d'œil, le temps d'un vol d'oiseau. Mais il y a aussi que, à un petit peu du coup là te connaître depuis que je te lis et qu'on a eu quelques discussions ensemble, j'ai le sentiment que tu as moins peur de t'autoriser à vivre et sur ça, tu as écrit un très beau texte. Tu dis: «Éviter de vivre ne nous protège pas à coup sûr contre la souffrance et les accidents de l'existence. En revanche, cela limite nos possibilités de nous épanouir et de goûter aux joies que la vie peut offrir.» Finalement, cette peur de vivre, elle nous habite aussi un peu tous. Pourquoi on a si peur de vivre? Et donc, parce qu'on a peur, comme je crois ce petit texte que j'ai voulu écrire le dit, on a peur de souffrir au fond. Hein. En tout cas, moi, je n'aime pas souffrir et la plupart d'entre nous n'aimons pas souffrir. Et on a l'impression que mettre l'armure, se claquemurer, se protéger, nous évitera de souffrir. Et non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et parfois, c'est même pire, parce que l'armure, quand tu traverses une rivière, ça marche pas bien. L'armure, quand tu veux embrasser la personne que tu aimes, ça ne marche pas non plus. Et en réalité, c'est une illusion. Nous ne pouvons pas nous protéger de la vie d'autre manière que de ne pas vivre. Oui, ou le jour où nous ne serons plus là. Et donc la question, c'est comment j'embrasse la vie. Ne pas vivre à moitié, mais vivre vraiment sa vie, c'est prendre le risque. C'est prendre le risque d'être touché. Hein, pour vivre vraiment ma vie, cette disponibilité, c'est s'ouvrir. Et m'ouvrir, c'est prendre le risque de la sensibilité. Et la sensibilité, oui, c'est aussi la beauté, tout ce qu'il y a de beau, mais c'est aussi la douleur de tout ce qu'il y a de douloureux, de triste. Je pense que c'est comme le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est un monde terrible, non? Par beaucoup de côtés. Assez violent, oui. Assez violent. Partout, dans nos rues, pour les personnes qui n'ont pas de toit, les violences que l'on voit, mais aussi quand on voit partout dans le monde ces guerres, et tous ces femmes, ces enfants et qui meurent. Donc c'est terrible. Alors comment fait-on? C'est pas très joyeux ce qu'on partage maintenant, mais comment fait-on pour en même temps rester dans cette forme d'ouverture, de disponibilité, d'être touché encore? Parce que si je ne suis pas touché, c'est terrible, non? Je vais en rajouter à la souffrance du monde. Et en même temps qu'être touché, comment je fais pour rester disponible à la beauté, à la joie, et qui me permettent de me nourrir pour pouvoir, à ma mesure, là où la vie m'a déposé. La vie m'a déposé quelque part, il n'y a que là que je peux agir pour aider ce monde à être un endroit un peu plus vivable. Je ne vois pas d'autres possibilités, mais pour ça, je dois prendre le risque et je dois accepter. Pour moi, c'était un grand apprentissage à fréquenter autant la mer que le doux. Moi, je ne voulais que le doux de la vie. Mais la mer, l'amertume, je n'en voulais pas, mais c'est pas possible. Alors comment être touché par la souffrance de quelqu'un? Comment pouvoir aider quelqu'un d'autre? Comment pouvoir juste le soulager, l'entendre, le comprendre, si je ne suis pas d'accord d'être touché par l'amertume, par la douleur? Est-ce que c'est au même moment où tu as aussi appris à accepter toutes tes émotions? Alors toutes. J'allais dire que comme tout, c'est un processus et que oui, c'était le chemin en tout cas de m'ouvrir. Mais ça reste un chemin pour moi. J'aime toujours pas les émotions désagréables. Je ne sais pas si un jour je les aimerais, mais je sais que c'est nécessaire pour moi de m'y ouvrir, pour pouvoir non seulement me diriger, parce que mes émotions sont comme une boussole. Hein, l'émotion difficile, la peur me dit cette chose-là est importante. Si je me coupe de la peur, je me coupe de la boussole qui me dit que c'est important. Je suis perdu, je ne sais plus vers où me diriger. Et donc c'est important de rester connecté à ces émotions parce qu'elles me disent ce qui est important, de quoi prendre soin, vers où me diriger. Mais pas me laisser déborder par les émotions non plus. C'est vraiment cette finesse, c'est l'émotion devient une alliée parce qu'elle est un guide. L'émotion est une information, elle n'est pas un dictateur qui, à mon insu, décide ce que je vais faire. Parce que là, c'est catastrophique, non? L'émotion qui dirige, c'est pas très utile. L'émotion qui conseille, qui montre. Et alors, évidemment, ça paraît simple comme ça. Je suis bien conscient que pour beaucoup d'entre nous qui n'avons pas eu la possibilité, ou parce que les émotions sont trop violentes, elles peuvent paraître comme une vague immense qui va nous noyer. Et parfois, alors, on a besoin de l'aide d'une personne qui nous prenne par la main. Il faut savoir la demander aussi, cette aide. Oui. Et accepter les mains tendues. C'est vrai. On arrive aux questions de la fin de cette interview. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui, Ilios? Oui, ça répond à quelque chose dont on a parlé avant notre interview. Je crois qu'avec le temps, partout où je suis à ma place. Parce que je suis un privilégié aussi, c'est important. Et donc j'arrive à trouver ma place là où la vie me
me dépose. Je crois que oui. Euh, il y a une formule du poète Hölderlin, chez ces poètes romantiques, une si belle formule qui nous propose d'habiter poétiquement la terre. Et je crois que je suis partout à place lorsque je peux habiter poétiquement le monde où je suis. Et pour moi, habiter poétiquement, c'est pas un genre de truc intellectuel à nouveau, réservé à des gens qui ont un code de la poésie. Non, c'est cette possibilité de continuer à être émerveillé par la beauté du monde. Cette possibilité à considérer chaque femme, chaque homme, chaque enfant, chaque animal, chaque arbre comme une vivante sur la terre, comme une voisine dans mon écosystème, et non pas comme une chose que je vais utiliser, exploiter, que je ne vois même plus au fond. Mais si tout mon monde entier devient un monde de vivants, ça ne rend pas la vie facile, parce qu'avec ces vivants, on peut ne pas s'entendre avec nos voisins et nos voisines. Mais tout à coup, ce monde est réenchanté. Et ce monde a, me semble-t-il, tant besoin de réenchantement. Et quand on pense aux romantiques, aux poètes romantiques, on peut penser aussi à notre ami Thoreau, Henri David Thoreau, le philosophe. Il avait beau être un de ces philosophes romantiques, il était aussi celui qui a écrit La désobéissance civile, qui a inspiré Gandhi. Il a aussi été celui qui a dit je ne paierai pas mes impôts, quitte à aller en prison, parce que je ne participerai pas à un gouvernement qui fait de la traite des Noirs et qui veut envahir le Mexique. Et donc, être une poète sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas se perdre ailleurs en fermant les yeux. Non, c'est regarder les yeux grands ouverts. C'est regarder le réel au fond. C'est ça que fait la poésie. Les grandes poètes, poétesses comme Christiane Singer, c'est ce qu'elle faisait. Non, c'est ce qu'il y a de tellement beau, c'est qu'elle avait un regard si lucide, mais si beau sur l'existence. Quand elle disait chaque matin, les femmes et les hommes qui prennent soin de la part du réel qui leur est confiée sauvent le monde sans le savoir. C'est ça la poésie pour moi. Magnifique. Tu parlais de réenchantement et ça me fait la transition parfaite sur la question de l'émerveillement. Qu'est-ce que ce mot il t'inspire, l'émerveillement ? L'étonnement déjà pour commencer, c'est retrouver ce regard de l'enfance, non pas retomber en enfance évidemment, mais retrouver cette qualité du regard de l'enfance et qui est de continuer à être étonné plutôt que d'avoir un esprit mort qui croit qu'il sait tout, ce qui est terrible pour soi, pour les autres, pour le monde. Donc continuer à être étonné, de ne pas savoir, ne pas croire que je connais la personne qui vit depuis plus de 20 ans à côté de moi. Est-ce que je peux encore avoir cette oreille étonnée, ce cœur ouvert ? Et lors de l'étonnement naît l'émerveillement. L'émerveillement, c'est cet étonnement qui voit la beauté, qui voit ce qu'il y a de beau dans tout, en fait, dans un comportement, dans un nuage. Et de l'émerveillement, étonnement, émerveillement et voit la beauté. Alors, de ça vient, pour moi, le soin. Alors, peut-être que l'amour, c'est de nouveau un trop grand mot, mais pour moi, voilà, oui, c'est l'amour. Parce que l'amour vient de ça. Je suis émerveillé de quelque chose. Et donc, j'ai envie d'en prendre soin. Je me sens proche de cette chose-là. Je me sens touché par cette chose-là. Cet être-là. Cette partie du vivant-là, parce que j'ai dit chose. Et donc, j'en prends soin. Et donc, de l'étonnement à l'amour, l'émerveillement nous aide à réenchanter le monde. C'est pour ça que le beau est important. Voir la beauté du sac poubelle qui danse dans le vent, ça ne nous empêche pas de prendre le sac et de le mettre après de côté parce que le plastique pollue. Et c'est ça qui fait cette opposition dans laquelle on est tout le temps, cette fracture. Notre monde est tellement polarisé, il est tellement à tout séparer, des gens dans les groupes de personnes, quand on voit mon groupe et l'autre groupe. Et donc cette déshumanisation qui fait qu'on est capable après de justifier des actes horribles. Alors que si chacune d'entre nous, et moi je suis exactement pareil, je suis un être commun, mais à chaque personne que je rencontre, cette personne-là, par le hasard de l'existence, aurait pu être ta sœur, ton frère, ton enfant, ton parent. Et donc c'est ça, cette éthique qui fait que il n'y a rien de justifie alors. Tu ne peux pas, bien sûr, être simpliste, le monde est compliqué, mais rien ne justifie jamais d'attenter à la vie de quelqu'un, de ne pas tendre la main quelqu'une ou à quelqu'un. Elle ressemble à quoi, une journée de Ilios Kotsu ? Sans transition. Alors, elle est bizarre parce qu'elle ne se ressemble pas à les journées d'Ilios Kotsu. C'est ça, comme pour beaucoup d'entre nous, ou parce que j'ai de la chance. Alors, si c'est la journée de ce matin, je peux partir de celle d'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, c'est se réveiller le matin. Alors, comme j'ai un bras là qui ne peut plus bouger, ça grince un petit peu, le corps grince un peu, et puis d'entendre ma fille qui rigole, et notre fille qui rigole, et puis de se lever, petit déjeuner, et puis d'aller marcher avec elle. On était marcher pour aller jusqu'à l'école qui est à
même pas un quart d'heure d'ici. Donc, joie de voir le ciel, de voir tout ça. Puis de rentrer, de prendre le livre que j'ai reçu de Bobin, le Murmure, et de lire un tout petit peu de poésie. Et puis de m'occuper de faire la semaine des mémoires à l'université. Et là, j'en ai une trentaine à lire. Et donc, lire un peu de ces mémoires-là, en me disant que bientôt va arriver Victoria pour le podcast. Et donc voilà, c'est un mélange entre les rencontres, les podcasts, notre association Émergence, préparer le grand événement qui va arriver au mois de septembre. 27 septembre. 15 septembre. Est-il possible de vivre libre La question qu'on se pose le 27 septembre. Et puis parfois prendre ma tasse de thé, on ne croirait pas, mais m'asseoir sur le fauteuil Et ne rien faire. et ne rien faire, regarder par la fenêtre la danse. Ça, c'est un vrai Les acte de arbres, ouais. résistance aujourd'hui. Et alors, cette liberté, c'est quoi pour toi? Où est-ce qu'on la trouve? Est-ce que c'est possible d'être libre aujourd'hui? Alors, pour moi, aujourd'hui, hier ou avant-hier, je pense que la liberté, c'est pas quelque chose déjà, donc je ne pense pas qu'on puisse être libre. Alors, précisons, je ne parle pas des libertés politiques, bien sûr, qui sont essentielles. Je parlais des privilégiés, bien sûr. Si on était en manque de liberté politique, il faudrait lutter. Et voilà, je fais partie d'Amnesty International, comme beaucoup d'entre nous, je cotise pour ça. Mais si on parle au-delà de cette liberté politique, physique, vivre libre, c'est un processus, en fait. C'est pour ça que je préfère le mot libération au mot de liberté. Parce que le mot libération nous dit que ce n'est jamais gagné, c'est jamais terminé. Est-ce que je peux être libre un peu de mes attentes? Est-ce que je peux être libre un peu de mes envies, de mes désirs, mais aussi de mes peurs, de tout ça? Et être libre, c'est aussi de tous les conditionnements qui ont été construits par mon existence, de l'endroit où je suis né, de ma culture, de tout ce que j'ai vécu, qui va me conditionner. Et donc m'en rendre compte fait que je suis un prisonnier un petit peu plus conscient. Ouais. Et c'est pas évident de se détacher de ces conditionnements, justement. Non, bien sûr que non. Mais c'est un petit peu. Donc, pour moi, c'est ça. Je peux, en prenant conscience de mes prisons, m'en libérer un petit peu. Et puis, tout à coup, une autre prison me reprend. Puisque, par définition, une grande partie des conditionnements sont inconscients. Et donc, quand je réagis, je m'en rends pas compte. Sinon, je réagirais pas. Et donc, des prisons, j'en ai beaucoup. Hein. Donc je m'en rends déjà, compte toutes les semaines. de prendre conscience de ces conditionnements, c'est moins y réagir. Oui, et c'est parce que beaucoup de prisons sont des prisons sans barreaux. Et en tout cas pour moi, et donc, puisque c'est pas qu'on m'enferme physiquement dedans, mais en prendre conscience, tout à coup, crée un espace de liberté. C'est-à-dire, c'est pas facile, mais ça crée un espace. Je peux choisir de faire autrement. Imaginons une réactivité qui ferait que lorsqu'on me fait une remarque, je réagis mal, je me referme ou je réponde. Je ne m'en rends pas compte, mais si je peux me rendre compte, tout à coup, je peux me rendre compte un peu plus tôt. Et là, c'est ce que disait Viktor Frankl, ce psychiatre juif autrichien, qui est passé par les camps, qui a une vie terrible dans les camps, et qui pourtant en est ressorti, sa femme assassinée, ses parents, on est ressorti avec une attitude d'ouverture, de bonté, et a développé une thérapie qui s'appelle la logothérapie sur le sens. En disant, c'est vraiment lorsqu'on est dans le vide existentiel qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on a perdu ce qui donne du sens à notre existence, du sens en termes de direction, de signification, mais aussi de sensation, c'est terrible. Et Frankl disait, entre le stimulus et la réponse, donc entre cette personne qui me fait la remarque et moi qui réagis, on peut créer un espace. Et cet espace, c'est la liberté, et cette liberté, personne ne peut nous l'enlever. Et je pense que c'est ça à cultiver, ces petits espaces. Un exemple hyper trivial. Si je rentre chez moi, si je suis fatigué, un peu tendu, ma tendance directe, ça va être hop, le chocolat. Plutôt que de m'en vouloir, si je m'en rends compte, avant de l'avoir tout avalé, la tablette, je peux tout à coup m'arrêter, retirer mon bras, m'asseoir avec ma petite frustration sur le fauteuil, et je mets une petite distance entre l'impulsion et l'action. Et puis je peux retourner vers le chocolat qui est juste devant nous, et le manger en conscience. Voilà, je viens de gagner un espace de liberté. Pour moi, c'est ça. C'est tellement de petits endroits, ces petites libertés-là. Aussi dans ce monde de la consommation qui nous fait croire que c'est en consommant des relations ou des objets qu'on va aller mieux. Mais cette liberté, on peut la gagner, cette merveilleuse liberté intérieure. Magnifique. On arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Je me souviens même plus du message que tu nous avais partagé il y a un mois. Alors ça devait pas être un message terrible, puisque moi aussi j'ai oublié. Alors, quel message dans tout ce qu'on a partagé?
Je dirais une première chose, c'est soyez à l'écoute de votre vie intérieure, soyez à l'écoute de votre sensibilité. N'ayons pas peur de la sensibilité, n'ayons pas peur de la vulnérabilité. C'est une force au fond. C'est celle qui nous connecte à nous-mêmes et à la vie. Apprenons à écouter ce qui parfois nous fait peur, euh, à nous écouter, à écouter les autres, à ralentir, comme on l'a dit, parfois à marcher un peu plus lentement, à lever la tête, à nous rappeler que les petites choses sont importantes, que les petits pas comptent en fait. Un petit pas, un petit geste, cette petite attention que tu peux avoir, Ilios, pour la personne qui est ta voisine, elle répare un peu le monde. N'attends pas d'aller travailler pour Médecins sans frontières pour réparer le monde. Répare le monde là où tu es. Comme disait Abdenour Bidar, deviens une tisserande ou un tisserand. Le tissu déchiré du monde, il est tellement plein de douleur que chacune d'entre nous, on peut y mettre un petit fil de couleur et que la couleur de chacune d'entre nous est unique. Bien sûr, on est toutes des fils, donc on est toutes pareilles. Il n'y a pas de gens exceptionnels pour moi. On est toutes des personnes ordinaires, mais en même temps, chaque fil est unique, a une couleur différente, et chaque fil est nécessaire pour la toile. Donc, il n'y en a aucune d'entre nous qui est moins ou plus nécessaire. Donc, le monde a besoin de nous, de prendre le temps et de mettre ce petit fil-là. Et en faisant ça, je rends le monde plus habitable. Plus habitable pour moi, pour mes proches, mais pour toutes les autres aussi. Et c'est pas ça dont on a besoin. Habiter poétiquement la terre, rendre ce monde plus habitable, rajouter mon petit fil qui est là. Et en se faisant, cette étude poétique, c'est alors habiter le monde par moments sans rien demander, l'habiter gratuitement. C'est ça la poète, non ? La poétesse, c'est celle qui habite le monde et qui offre quelque chose, mais qui ne demande rien. Quand elle apporte son regard, quand elle donne son chant, quand elle offre ses mots, quand elle offre sa présence. Magnifique, punaise, c'est bouleversant tout ce que tu dis. Merci beaucoup Ilios pour tous ces partages. Merci pour ton temps, on pourrait encore parler pendant des heures et des heures je pense, tellement tu as une vie intérieure justement riche et que tu es généreux dans son partage. Donc, Je peux encore partager une citation ou c'est trop tard ? Ah bah tu peux bien sûr. Maya Angelou, cette grande poétesse américaine, disait que le jour de notre mort, on ne se souviendra pas de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, mais de comment est-ce qu'on était en présence de la personne. Et donc c'est ça, non ? C'est notre présence qui compte. C'est notre présence qui nourrit la terre, qui nourrit les autres. Habiter cette présence. Magnifique. Merci pour ces doux mots, Ilios. Merci à toi. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.